J'espère que vous allez bien dans ce week-end de l'horreur, week-end d'Halloween. Profitez-en, circulez dans vos quartiers, puis bien sûr, multitude d'activités sur le territoire lavallois. Avec des invités aujourd'hui, par exemple, André Duchesne, qui vient de sortir un livre sur les coachs du Canadien de Montréal. Fascinant, vous allez le constater plus loin. Myriam Gervais, courtière immobilière également, vient nous vulgariser le domaine de l'immobilier. Nicolas Vincent Poirier pour parler de cinéma. Et Stéphanie Léveillé-Denis, qui est une musicienne professionnelle, viendra nous parler justement d'instruments de musique. Alder Louis-Jean de Culture Laval pour tous les artistes qui sont à l'écoute. Vous serez sans doute là, happés par une série d'ateliers pour vous durant le mois de novembre. Et tout d'abord, les journalistes du côté d'RDS depuis plus d'une décennie, également auteurs. Et vous avez sûrement été conquis par les prouesses de cet Olympien Charles Hamelin. Une biographie qui vient tout juste d'être lancée. Ce sera notre invité Luc Bellemare dans quelques instants. Bonne émission. C'est un livre qui est fascinant. C'est un journaliste que vous suivez depuis de nombreuses années à RDS et maintenant, on peut l'ajouter auteur dans la longue feuille de route qu'il a. Il l'a rencontré. Il a aussi écrit ce livre sur la vie de Charles Hamelin, l'un des athlètes les plus titrés sur le plan olympique, tout évidemment quand on pense aux Olympiades d'été ou d'hiver également inclusivement. Très heureux de bavarder avec Luc Bellemare par le truchement de la technologie qui est avec nous. Bonjour Luc. Allô, Alex. Merci d'être avec nous. Est-ce que d'être dans ce siège d'invité et non de celui qui interviewe pour la promotion du livre, ça vient changer la donne un peu ou non, pas trop? En fait, oui, c'est assez particulier parce que là, je suis comme invité, puis maintenant, je peux dire que je suis auteur, biographe, puis je t'avoue que je suis pas encore, entre guillemets, à l'aise avec tout ça parce que moi, je suis un peu comme toi, j'aime poser des questions. C'est ce que j'ai fait pour le livre, un travail très étroit avec Charles qui a commencé en septembre 2021 pour l'écriture, mais les premiers pour parler en avril 2021. Et quand Charles m'a proposé d'écrire sa biographie, j'ai pas accepté tout de suite, mais après une dizaine de jours, j'ai dit « OK, je plonge », malgré l'horaire, mais malgré mon horaire de travail, malgré un horaire bien rempli. Quand tu as la chance d'écrire la carrière d'un aussi grand athlète, tu passes pas à côté, tu sautes dans le train, puis tu y vas à 100 000 à l'heure. Puis je suis tellement fier de cet ouvrage parce que ça raconte l'histoire d'un athlète extraordinaire. Puis oui, on l'a vu sur la glace, mais c'est vraiment les à côté. Ouais. Qui explique son parcours. Je pense que les gens vont être agréablement surpris du parcours de Charles Hamelin. C'est ça. Et bon, le nom, évidemment, de la biographie, là, mission accomplie. Puis au-delà de ça, tu sais, le palmarès est là, il est très étoffé. 6 médailles olympiques, 142 en Coupe du monde et 38 en championnat du monde. Ça pourrait parler de lui-même, mais comme tu disais si bien, il y a plus que ça, puis on l'apprend justement. Et on apprend même que Charles Hamelin, c'est ça, j'ai été très étonné, il voulait jouer au hockey tout d'abord, avant de faire du patinage courte piste. Ça m'a vraiment... j'étais impressionné de ça, puis surpris de ça. Comme tout petit gars, évidemment, il voulait jouer au hockey. Et le patin, dans la famille Hamelin, c'était très récréatif. Il y avait un lac tout près à Sainte-Julie, c'était ouvert au public, il allait patiner, puis c'était bien agréable. Le patin de vitesse est arrivé dans la famille via François, son jeune frère. Les Hamelin, hiver comme été, devaient avoir chacun une activité. Charles, de son côté, lui, c'était les scouts. Bon, jusque-là, ça va bien, mais François, lui, a décidé, en feuilletant le dépliant là, de la ville de Sainte-Julie, il a vu le logo des fines lames de Sainte-Julie, il a trouvé ça intéressant, il a dit « OK, moi, je vais faire du patinage de vitesse ». Charles, lui, aurait aimé jouer au hockey, mais la famille Hamelin n'était pas très chaude à l'idée pour la simple et bonne raison que Michel Goulet est le cousin de Manon Goulet, qui est la mère de Charles Hamelin. Et on connaît l'histoire de Michel Goulet qui a subi une commotion cérébrale, qui a mis fin à sa carrière. Et les risques reliés au hockey, disons que ça effrayait un peu Manon. Et on l'a dirigé là, ailleurs qu'au hockey. Puis c'est avec François, quand François était sur la glace, Charles a participé à des activités. Et là, la suite, on la connaît. Mais oui, il aurait aimé jouer au hockey.
mais c'est pas arrivé. Mais je pense qu'il regrette pas d'avoir fait du patinage de vitesse avec le recul. Non, ben non, je pense qu'effectivement, la branche a été la bonne. Puis comme on connaît François aussi, qui a un parcours aussi époustouflant également à l'international dans cette discipline-là. Fait que, puis les parents, on a vu impliqués tout au long du processus de la carrière, des différents échelons jusqu'aux Olympiques. On a vu la famille Hamelin très tissée serrée dans la réussite de leur enfant. Là. Ça, c'est palpable également, l'implication des parents. Là. Puis je pense que c'est un bel exemple à suivre pour les parents qui nous écoutent, qui voient leur enfant, qui peut-être veulent gravir les échelons ou ont le talent peut-être pour se rendre à des échelons supérieurs. Là. Oui, puis la famille Hamelin, c'est devenu un mode de vie. Les 3 enfants ont fait du patinage de vitesse. Une fois que François a commencé, tout le monde en a fait. Mais pour Charles, puis vous allez le lire dans le livre, il a été victime d'intimidation au primaire. Et ça a marqué ce jeune garçon à ce moment-là. Et il a trouvé refuge au sein, évidemment, de sa famille, parce que le cocon familial était très puissant, très fort. Mais la famille du patinage de vitesse, c'est là qu'il s'est fait une vie. C'est là qu'il s'est fait beaucoup d'amis. Une confiance. Et par la bande, son père, Yves, qui était un autodidacte. Yves n'a jamais suivi il n'est pas un sportif naturel, mais lui, il s'entraînait personnellement, il faisait ses programmes d'entraînement, toujours impliqué indirectement avec ses fils. Mais au patinage de vitesse, lui, il ne connaissait absolument rien. Mais à un moment donné, on lui a offert de venir sur la glace pour aider. Mais là, il s'est renseigné, il s'est documenté sur c'est quoi le patinage de vitesse, qu'est-ce qu'on peut faire. On connaît la suite, il a dirigé le programme national, mais il n'a jamais été une présence oppressante pour ses enfants. Il a trouvé sa place. Souvent, on voit des parents qui s'impliquent, mais c'est vraiment trop. Mais dans le cas de la famille Hamelin, c'était un mode de vie. Yves était impliqué. Maman, Manon faisait les repas pour à peu près toute l'équipe. Il se promenait partout dans la région, dans le Québec, parce qu'avec 3 enfants qui ne sont pas dans des catégories identiques, c'est toute une logistique familiale. C'était rendu une deuxième vie de patinage de vitesse pour les Hamelin. Oui, littéralement. Et là, on se rend compte aussi que dans le livre que jusqu'à l'âge d'à peu près l'âge de 15-16 ans, c'était un patineur ordinaire. Là. On ne pensait pas que Charles Hamelin pouvait devenir un des athlètes les plus décorés de sa discipline, le patinage de courte piste. Puis peut-être pour ceux qui nous écoutent, mais qui vont être intrigués de lire le livre « Mission accomplie », qu'est-ce qui a fait la différence dans le développement de Charles Hamelin pour qu'il en devienne un athlète accompli? Bien, comme jusqu'à 16 ans, tu as dit le mot « ordinaire », puis on pourrait même dire là, dans la moyenne basse, disons. Okay. Vous allez lire dans le livre qu'il ne gagnait pas de médaille, il n'en gagnait pas du tout, puis il devait regarder en bas des feuilles de classement pour trouver son nom. Mais la force de Charles, c'était sa détermination, sa volonté d'apprendre et juste de s'améliorer personnellement, d'être plus rapide durant un tour, d'être plus rapide, de gagner quelques positions. Mais ce qui est arrivé, c'est un peu comme en l'an 2000, on s'attendait au bug de l'an 2000. Bien, lui, il a eu le bug de l'an 2000, mais d'une façon positive, c'est-à-dire que sa puberté, sa croissance, son corps est devenu plus massif. Ouais. Donc, il est devenu un peu plus un athlète moins chétif, moins maigrichon. Et là, avec ça, bien, est venu les capacités de performer. L'entourage était déjà maximal avec lui, mais sa poussée de croissance à 16 ans a fait toute la différence. Et là, il a gravi les échelons rapidement. Ça n'a pas été facile quand même, mais ils avaient un plan bien précis, les Hamelin, et ça a finalement bien fonctionné. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. On est toujours avec, évidemment, Luc Bellemare, l'auteur, journaliste aussi de Mission accomplie, le livre sur Charles Hamelin, sa biographie. Puis c'est sûr qu'on devait l'aborder, mais je dis on devait, mais les gens étaient intrigués de savoir comment ça s'est passé de l'intérieur, la rupture avec Marianne Saint-Gelais, qui a fait quand même grand bruit parce que les deux, on le sait, c'était 2 athlètes, étaient souvent visibles ensemble, des apparitions télé, médiatiques aussi. C'était un des couples chouchous ici au Québec aussi. Et est-ce que pour toi, ça a été délicat de l'aborder, ou c'est vraiment Charles qui a dit « Go, on y va de l'avant », puis comment ça s'est fait, tout ça? Charles voulait expliquer sa vie dans la biographie. Puis comme tu l'as dit, l'épisode ou les 10 années avec Marianne, on ne peut pas passer à côté. Cela dit, tout a été fait dans la façon que Charles a vécu ces moments-là, que ce soit au niveau sportif, au niveau émotionnel, personnel. C'était de montrer, parce qu'une biographie, ce n'est pas un article de journal où on donne les faits rapidement. Là, on a pris le temps d'expliquer le contexte. Et Charles a vécu des moments difficiles dans sa carrière, et ça en est un.
on l'explique de la façon que Charles l'a vécu pour bien comprendre un peu son désarroi avec certains épisodes avant les Jeux de Pyeongchang, durant les Jeux de Pyeongchang. C'est bien décrit dans le livre, mais en respectant évidemment la vie des gens. Mais il fallait le dire pour comment il l'a vécu, et c'est une biographie. Charles avait envie de se raconter. Il l'a fait pour son jeune âge jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'était important, mais on est allé avec le respect pour que les gens comprennent comment il a vécu ces moments-là, tout simplement. Oui. Puis les gens peuvent le découvrir dès maintenant. C'est en vente partout aux éditions La Presse, mission accomplie. C'est le cas de ce livre-là, qu'il est excellent. Bravo pour ce travail colossal. Luc Bellemare, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Alex. Ça fait plaisir. C'est un livre aux éditions La Presse, Derrière le coach, une histoire des entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal. Parce que derrière ces grands joueurs que vous avez adulés, derrière ces 24 Coupes Stanley, il y a eu pas mal de savoir-faire de ces entraîneurs. C'est un journaliste de formation, historien, puis également auteur de nombreux ouvrages. Et celui-ci est très étoffé, tout comme ses précédents. Très heureux de pouvoir parler avec André Duchesne qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Très heureux, je le disais, de vous parler, puis surtout de pouvoir mettre en valeur votre travail de recherche qui est vraiment fait de façon très rigoureuse. Et comment c'est arrivé, ce projet-là? Pourquoi un livre sur les entraîneurs du Canadien de Montréal, particulièrement, vous a fasciné? Les premières étincelles remontent à 2008, quand j'ai écrit le livre sur les 100 ans du Canadien. J'ai bien vu qu'il y avait des histoires d'entraîneurs qu'on connaissait moins. C'est resté quelque part au fond de ma mémoire. Et puis, après avoir écrit 3 livres, je pensais écrire une biographie. Bon, c'est pas arrivé, mais c'est comme... J'en ai écrit 32 petites. Et puis, je trouvais que c'était quelque chose qui manquait. Il y avait eu quelques livres d'entraîneurs ou d'autobiographies d'entraîneurs. Mais vous savez, pendant que j'écrivais mon bouquin, les premiers mois, est sortie une première biographie de Toe Blake qui n'était jamais sortie avant. Il n'y avait jamais eu de biographie de Toe Blake avant janvier 2020. Une biographie en anglais. Et ensuite, en 2021, il y a eu une biographie en français. Pierre Bruno ou Normand, en tout cas. Mais ça a été la première biographie en français, donc je trouvais que ça manquait. Je trouvais que c'était intéressant de raconter cette histoire-là parce que qu'est-ce qu'on voit à la télévision? On voit un entraîneur après un match, s'il est de bonne humeur, il sourit, s'il n'est pas de bonne humeur, il a hâte de s'en aller. Puis c'est à peu près tout. On les voit au tournoi de golf. Je trouvais que ça valait vraiment la peine de raconter quelque chose qui sortait du côté entraîneur qu'on connaît, mais aussi qui sortait de leur vie d'entraîneur. Oui, et vous l'avez dit, les entraîneurs maintenant, on les questionne, répète. Puis je ne veux pas pointer aucun entraîneur. Il y a peut-être juste Martin Saint-Louis qui est rafraîchissant depuis son arrivée avec le Canadien. J'ai pas vu d'entraîneur nécessairement nous dévoiler ou être coloré ou être si incroyable que ça depuis quelques années. On répète toujours à peu près la même chose. On se fait dicter des lignes par le service des communications. Puis on reste vraiment dans des cassettes apprises par cœur par ceux-ci. Alors, bien loin de la proximité que nos entraîneurs avaient à l'époque avec les partisans, avec les journalistes, avec les joueurs même aussi, on s'en rend compte à travers votre livre. Puis, il y en a de ces histoires qui m'ont peut-être plus fasciné que d'autres, mais ce qui est assez palpable aussi, c'est de voir à quel point aussi vous avez un travail puis on pourra l'aborder, quelques anecdotes, peut-être que j'ai le goût que vous nous racontiez, mais ce qu'on remarque aussi dans votre volume, c'est de voir à quel point le hockey a changé, a évolué et que les entraîneurs ont eu leur rapport là-dedans. C'est incroyable dans ces 100 dernières années dans le domaine du hockey. Les entraîneurs, de tout temps, il y a eu des entraîneurs qui ont été proches de l'histoire du Canadien de Montréal, qui ont été joueurs avant d'être entraîneurs, tout ça. Mais ce qui est remarquable, c'est que c'est devenu un métier de plus en plus spécialisé, pour ne pas dire surspécialisé. Et aujourd'hui, il y a des entraîneurs, puis il y a des entraîneurs adjoints. Je veux dire, c'est comme
c'est comme au football, là. Je veux dire, il y a des entraîneurs pour toutes les dimensions du jeu. En tout cas, donc ça fait des gens qui sont passionnants à écouter parler quand on peut, là, mais bon, comme vous dites, des fois, c'est sûr que ça devient un peu, des fois c'est un peu cadré, tout ça, là. Donc, voilà, il fallait sortir de ces sentiers battus-là. Oui, effectivement. Et allons-y avec justement quelques entraîneurs qui auront au 20e siècle été de certaines des grandes épopées du Canadien de Montréal, de ces grandes équipes. On n'a qu'à penser à partir des années 40 où l'arrivée d'un premier joueur canadien-français, comme on l'appelait communément à l'époque, comme ça, Maurice Richard, qui a fasciné puis qui a engendré plusieurs joueurs de hockey puis plusieurs jeunes qui se sont initiés au hockey. Mais il faut dire que Dick Irvin était l'entraîneur à l'époque du Canadien de Montréal. Et racontez-nous cette anecdote, mais c'était un amateur de pigeons avec Frank Selke à l'époque, c'est ça? Et racontez-nous cette histoire dans un train à une certaine époque où il y a eu des pigeons qui se sont envolés partout. Oui, il faut que je donne le crédit à Jacques Beauchamp, qui a été journaliste longtemps au Journal de Montréal, et aussi à Marcel Desjardins, je crois son nom, qui a été journaliste à la presse, qui ont tous les deux, à leurs différentes époques, raconté cette histoire. Dick Irvin, avant d'être entraîneur du Canadien, a été entraîneur des Maple Leafs de Toronto, était proche de Frank Selke. Les deux aimaient beaucoup les oiseaux de compétition. C'était une passion. Ils allaient dans des fairs, en français, des espèces de foires d'oiseaux. Puis il en élevait, il y avait une ferme chez lui, il élevait des oiseaux, il présentait dans des compétitions, tout ça. Bon, à un moment donné, ça leur est arrivé d'aller dans d'autres villes, d'acheter des oiseaux et de les ramener à Montréal, dans des cages, évidemment. Et un jour, il y a un joueur, pour des raisons X, Y, Z, qu'on ne saura probablement jamais, qui a eu envie de voir les oiseaux d'un peu plus proche. Et il a ouvert les cages dans le train qui ramenait l'équipe du Canadien à Montréal. Et là, les oiseaux sont partis dans le wagon, volant tout partout. Dick Irvin, enragé noir, qui... je ne sais pas, ce joueur-là, s'il a joué... S'il a joué longtemps. Il a-tu joué longtemps dans la Ligue nationale? C'est ça, après ça, ou s'est fait virer de l'équipe? Je sais pas, mais... En tout cas, disons que il paraît que c'était une anecdote assez cocasse. C'était une scène de film, hein? Ça aurait pu être très cinématographique comme scène. C'est peut-être ça qui a influencé Hitchcock, avec son fameux film avec les oiseaux. Je sais pas. C'est vrai que The Bird est arrivé dans les années 60, là, mais en fait, c'est une autre histoire. Oui. Non, je comprends. Mais, et un autre, et de façon plus contemporaine, un entraîneur qui aura marqué aussi par son talent de communicateur autant les joueurs que de ses apparitions en tant que conférencier ou en tant, évidemment, que homme de hockey, Jacques Demers. Et on se rend compte à quel point l'affection qu'il avait de ses joueurs... Quand on parle de la dernière conquête de la Coupe Stanley, c'était une famille en 1993. Et racontez-nous en 2 minutes, mais Donald Dufresne, parce que c'est très touchant ce qu'a fait de Jacques Demers en incluant dans l'alignement Donald Dufresne à l'époque. Je suis heureux que vous le souligniez. Les joueurs en 93, je ne sais pas si les règles n'ont pas toujours été les mêmes, là, mais pour que ton nom soit écrit sur la Coupe Stanley, il fallait que tu aies joué, je pense que c'était la moitié des matchs, 40-42 matchs dans la saison régulière, ou que tu participes à la finale de la Coupe Stanley. Dans le cas de Dufresne, c'était ni un ni l'autre. Il n'avait pas atteint ni un ni l'autre. Et là, c'était un joueur qui jouait en équipe. C'était quelqu'un qui écoutait la direction, qui faisait ce qu'on lui demandait, qui n'allait pas pleurer sur le calepin des médias après les matchs. Et puis, durant la conquête de la Coupe Stanley en 93 contre Los Angeles, après le 4e match à Los Angeles, Denis Savard, qui était blessé, mais qui jouait pour le Canadien, lui a dit « J'ai consigne de te dire que tu vas jouer au 5e match. » Et Donald Dufresne m'a raconté ça avec beaucoup d'émotion. Qu'il a pu jouer excusez l'anglicisme, ses chiffres, il a pu jouer ses séquences pendant le 5e match de la Coupe Stanley. Et c'est le match où le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Donc, Donald Dufresne a pu mettre son nom sur la Coupe Stanley. Et on savait qu'il quitterait le Canadien tout de suite après
la conquête parce qu'il faisait partie des considérations futures dans l'échange pour Rob Ramage. Donc, il est parti avec Tampa Bay, je crois, tout de suite, 2 jours après la conquête de la Coupe Stanley. Alors, ça lui a permis d'écrire son nom sur la Coupe Stanley Exactement. Et de pouvoir faire partie de cette équipe mythique, emblématique, la dernière d'avoir remporté la Coupe Stanley à Montréal. Non, ça démontre l'ampleur de l'homme qui est toujours, qu'a été évidemment durant son rôle d'entraîneur-chef. Toutes les personnes qui m'ont parlé de Jacques Demers m'ont dit à quel point c'était une bonne personne, quelqu'un de proche de ses joueurs, quelqu'un d'empathique. Il n'y a personne qui a dit un mot contre Jacques Demers. Bien, ça, c'est des histoires magnifiques, touchantes, cocasses que vous pourrez découvrir dans ce volume que j'ai entre les mains du nom de Derrière le coach, une histoire des entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal, les 32 de l'histoire du Canadien de Montréal, équipe centenaire la plus glorieuse de la Ligue nationale de hockey que vous pourrez lire. C'est avec André Duchesne qui était avec nous dans les dernières minutes, l'auteur. Merci beaucoup, M. Duchesne. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que c'est un contrat de courtage de vente? Quels sont peut-être votre engagement ou les paramètres que vous devez respecter lorsque vous faites une promesse d'achat? Et les courtières immobilières de retour pour nous vulgariser le tout. Très content d'accueillir Myriam Gervais. Salut. Bonjour. Merci d'être là, Myriam. On va aborder de façon plus concrète, plus en profondeur, justement, différents aspects, autant pour vous que pour l'acheteur, le vendeur aussi, votre travail au quotidien pour les guider, les gens qui sont peut-être à l'écoute, qui se cherchent peut-être une perle rare sur le territoire lavallois. Bon, depuis juin dernier, il y a des nouvelles réglementations. Par où commencer pour peut-être l'acheteur, le vendeur? Je ne sais pas comment tu veux l'aborder. Est-ce qu'on commence par le contrat de courtage de vente, par exemple? Oui, exactement. Donc, je parlais un petit peu la dernière fois là, que Éducolois ont refait les formulaires en lien avec l'OASIC pour que la loi et les formulaires soient plus conséquents entre eux. Et aussi pour que le langage soit plus clair au public. Oui. Peut-être juste dire que l'OASIC, là, c'est l'organisme d'autoréglementation. Donc, on parle de courtage immobilier au Québec. Donc, il vient de régir les règles dans le domaine de l'immobilier, là, si je comprends bien. Oui, exactement. Okay. Eux, dans le fond, leur rôle, c'est de vraiment protéger les consommateurs, donc les acheteurs de maisons et les vendeurs, le public. Okay. Donc, leur but est vraiment de vulgariser notre travail au public, exactement, et de protéger. Donc, c'est de là qu'est devenu les changements qu'on a eus en juin dernier. Okay. Et quand on parle, justement, si on l'aborde, le contrat de courtage de vente, qu'est-ce qu'on doit comprendre? J'imagine formulaire? Oui, au niveau des formulaires. Donc, quand on décide de faire affaire avec un courtier, on doit signer un contrat de courtage-vente. Dans celui-ci, il y a un droit de... La chose qui a changé, là, avant, le droit de dédit, on avait le droit de l'enlever. Le client avait le droit d'écrire « Je renonce à mon droit de dédit ». Qu'est-ce qu'un droit de dédit? Justement, tu as vu mon gros point d'interrogation dans le front. Hein? Donc, c'est que, exemple, on signe un contrat, on a 3 jours pour revenir sur notre contrat sans frais, pénalité, sans problème. Ce qui arrivait, c'est que certains courtiers, parfois, ou certains clients renonçaient à ce droit-là par eux-mêmes. Et là, ça faisait qu'on ne pouvait pas canceller dans le 3 jours. L'OASIC, dans le fond, a dit que ça ne protégeait pas les clients et qu'on devait... Il était absolu. Donc ça, c'est un premier changement au contrat de courtage. Donc, on n'a plus besoin... Ça peut être 5 jours, 6 jours. Maintenant, on a le droit... C'est 3 jours. C'est 3... oui, 3 jours. Voilà. OK. Oui, mais c'est absolu. On ne peut pas renoncer à ce droit. OK, je comprends. Parfait. Voilà. On n'est pas obligé de s'en prévaloir, oui. Mais on ne peut pas y renoncer. Exact, OK. Aussi, au niveau du certificat de localisation, on avait beaucoup d'ambiguïté. Tu sais, est-ce qu'on a mis une piscine, on n'a plus la piscine, est-ce qu'on doit faire un nouveau certificat de localisation? Mon certificat de localisation, il date de l'achat il y a 15 ans, mais il n'y a rien qui a changé. Est-ce qu'on doit en faire un nouveau? Donc, il y a vraiment des spécifications à ce niveau-là. Il faut que le certificat de localisation ait moins de 10 ans et il faut qu'il représente l'aspect physique des lieux. Un notaire pourrait accepter un certificat de plus de 10 ans, puisqu'il n'y a pas de loi là-dessus, mais c'est fort probable que la Chambre des notaires va dire on demande. Exemple, s'il y a eu des travaux il y a 12 ans, ça n'entrerait pas dans le contexte... Bien, c'est qu'on aurait quand même besoin d'un nouveau certificat, donc le nouveau aurait les travaux qui ont été faits il y a 12 ans dessus. OK, aussi. Donc ça, c'est vraiment à la charge du vendeur. Parfois, les vendeurs pensent que, bon, bien, on n'a pas besoin, ça va être les acheteurs, mais c'est vraiment au niveau du vendeur. Super clair dans ce cas-là. Et là, la déclaration du vendeur, donc sur l'immeuble par la suite, est-ce que dans le contrat de courtage aussi, on doit comprendre des spécificités précises aussi là, de part et d'autre, là, soit l'acheteur et le vendeur?
Avant d'aller à la déclaration du vendeur, je vais juste dire qu'au niveau du contrat de courtage de vente, très important, maintenant, les courtiers sont obligés d'informer qu'on a 2 sortes. On en a un qui est exclusif et non un qui est non exclusif. Exclusif, c'est comme avant. Donc, c'est un courtier qui vend la maison, on partage la rétribution avec l'acheteur, le courtier acheteur, tout ça, et ça reste ainsi. S'il est non exclusif, là, il faut bien expliquer qu'on pourrait mettre sa maison à vendre avec plusieurs courtiers. Il y a plusieurs procédures à suivre, donc on doit informer tout le monde. Il faut être très, très bien informé. Je n'irai pas au niveau des détails là-dedans. On en reparlera plus tard. Oui. Mais je veux vous dire que les courtiers ne sont pas obligés de l'utiliser dans leur plan d'affaires, mais ils sont obligés de mentionner qu'il existe. De le déclarer si jamais on y a recours. Et de l'expliquer. Oui. Donc, le vendeur pourra faire le choix. OK. Mais par contre, est-ce que dans ce moment-là, on ne peut plus donc représenter toutefois, ça je pense que c'est bien compris, on ne peut plus représenter à la fois l'acheteur et le vendeur, là, parce qu'il y a eu à un moment donné cette zone grise où c'était permis. Là, ça a été tranché, ce n'est plus permis. C'est annulé. Le courtier vendeur ne peut pas représenter l'acheteur sur l'achat de la maison qu'il vend. Il doit le divulguer à l'acheteur, même qu'il doit être au contrat. L'acheteur pourrait dire, moi, je continue avec toi. Mais comme je disais la dernière fois, le courtier devient un preneur de commande. Exact. Il ne peut pas donner de comparable. Il ne peut pas rien, à part les documents qui sont nécessaires à la vente, il ne peut pas donner aucun conseil. Parce qu'il y avait spéculation à savoir, peut-être qu'il y aurait eu parfois problème de transparence ou... disons que ça alimente les questionnements à certains égards. Alors là, il n'y en a plus d'alimentation, c'est terminé. Oui. Bonne nouvelle dans ce contexte-là pour les 2 parties. Et là, si on abonde parce que le temps file et au pire, on aura l'occasion de revenir dans une prochaine chronique. Mais le contrat de courtage d'achat, qu'est-ce qu'on doit y voir derrière? Le contrat Je ne vais pas te prendre C'était surtout à la promesse d'achat. Le contrat de courtage d'achat reste comme avant. Beaucoup de courtiers l'utilisaient avant. C'est encore le cas. Juste voir avec votre courtier, est-ce qu'il y a des frais, comment ils fonctionnent. Pour la rétribution, est-ce qu'il y a un supplément, pas de supplément? Ça, ils devraient tous vous expliquer ça. Mais au niveau de la promesse d'achat, on a ajouté aussi des noms pour les acheteurs. On a ajouté les acomptes, les inspections. Si on refuse l'inspection, on écrit un gros encadré qui explique les risques. Puis, si c'est marqué, il n'y a rien sur la garantie légale, c'est qu'elle fait partie intégrante du contrat. Sinon, il faut que ce soit stipulé autrement. OK, parce que certains se sont dit durant les derniers mois, durant l'explosion des ventes de maisons, qu'il y avait pression sur les clients, sur l'acheteur potentiel, en sachant qu'il y en avait plusieurs qui voulaient la même maison. Souvent, on se faisait dire, ouais, mais le courtier immobilier mettait une certaine pression pour ne pas faire nécessairement la visite, l'inspection. Et on l'entendait beaucoup dans les différents médias, encore récemment, dans l'enquête du Journal de Montréal. Et ça, c'est important de comprendre de façon nécessaire. J'imagine que toi, tu donnes à ton client, tu recommandes à ton client d'aller dans une inspection de... Tout à fait. Nous, on recommande dans tous les cas l'inspection, même si le client est ingénieur, inspecteur ou quoi que ce soit, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui peut nous baquer. Si l'inspecteur n'a pas vu quelque chose, bien, il peut avoir un recours, ils ont des assurances, ils peuvent nous aider là-dedans. Si on n'a pas d'inspection devant un juge, c'est la première chose diligente qu'ils vont nous demander si on a fait. Si la réponse est non, ça va être très difficile de prouver. De prouver et s'ensuit des pertes d'argent considérables. Exact. Et peut-être que parfois, ça peut être bon aussi, en sachant qu'il y a des travaux à faire, bien, tu peux avoir un meilleur prix nécessairement, j'imagine. Ça peut être pour l'acheteur. Si on décide de l'acheter connaissant l'état des choses de la maison, on décide d'aller de l'avant quand même, on peut faire réduire le prix de la maison. Donc, ça peut être profitable à certains égards pour l'acheteur aussi. Un bon courtier irait chercher des estimés pour dire, parce que c'est facile en tant qu'acheteur de voir, bien, les travaux, ça vaut 3 fois plus cher que la réalité. Donc, d'avoir des estimés, ça l'aide beaucoup dans ces situations-là. Merci de m'aider. Je me sens plus intelligent dans le domaine de l'immobilier. On se dit à très bientôt, Myriam. Merci, Alexandre. Film qui vient tout juste de lancer à l'affiche dans les cinémas et les salles obscures, Black Adam, avec Dwayne Johnson, Nicolas-Vincent Poirier. Salut! Salut, Alex! Et toi, évidemment, qui est là pour nous en parler. Et est-ce moi, mais de DC Comics, l'univers DC Comics, Black Adam, je ne connaissais pas ce super-héros-là. Est-ce moi ou c'est pas nécessairement un super-héros qui est si connu que ça?
Non, il n'est pas si connu que ça. Black Adam fait partie, on va dire, de l'univers de Shazam, pour ceux qui ont vu le film là, en 2019. Et Shazam, c'est ce super-héros, ce jeune garçon, quand il dit, bon, Shazam, il se transforme en super-héros, et puis, bon, il combat le crime et tout ça. Et Black Adam, c'est un peu l'inverse de Shazam. Shazam, c'est le héros, et Black Adam, c'est un peu le... L'anti-héros, avant, en quelque sorte. L'anti-héros, c'est ça. Est-ce que c'est le gros vilain qui est tout le temps contre Shazam? Non, mais c'est l'anti-héros. Et son histoire à lui, on essaie de l'adapter au cinéma depuis le début des années 2000. Ça fait très longtemps qu'on est là-dessus et on ne le savait pas trop comment. Et pendant longtemps, c'était le film de Shazam était censé être Shazam contre son rivaux, Black Adam. Parce que Black Adam, bon, encore une fois, c'est une autre personne. Et quand il dit Shazam, il se transforme en le personnage qu'on appelle Black Adam, qui est cet anti-héros. Et, bon, pendant longtemps, ça fait une vingtaine d'années qu'on essaie de l'adapter au cinéma. Et c'est en 2007 que Dwayne Johnson est confirmé pour apparaître dans ce film-là, qui était à l'époque encore un mix de Shazam et Black Adam. Il n'y avait pas deux films définis pour chacun d'eux. On n'a pas encore décidé de l'orientation de ce que ça pourrait devenir, cette franchise-là. Exactement. Parce qu'en voir le box-office, premier week-end d'activité, je pense qu'il y a matière, en tout cas d'intérêt pour le cinéphile moyen à vouloir voir plusieurs suites, voir plusieurs films. Oui, tout à fait. Et au début, quand on a offert le rôle à Dwayne Johnson, on lui a comme donné le choix. Ce que tu aimerais être Shazam, qui, en passant, le vrai nom, c'est Captain Marvel, mais depuis, mon Dieu, bien avant que Captain Marvel apparaisse chez Marvel, il y avait l'équivalent de Captain Marvel chez DC, qu'on appelle maintenant Shazam. C'est un peu mélangeant. OK, on va revenir. Donc, mélange-moi pas trop, là. Je suis tout mêlé, là. Donc, on avait donné le choix à Dwayne Johnson, Shazam ou Black Adam. Et c'est par la suite qu'il a dit, comme vraiment en 2017, non, moi, c'est Black Adam qui m'intéresse. Et ça a été long faire ce film-là parce que, comme on le sait un peu chez DC, l'univers cinématographique de DC va pas si bien que celle de Marvel. Bien, c'est ça. Et là, on évoque le choix qu'il a hésité, donc, entre Shazam ou Black Adam, le rôle d'anti-héros, mais je me serais... Moi, en tout cas, vite comme ça, brûle pour point, attendu à ce qu'on choisisse Shazam pour Dwayne Johnson parce que il a eu des rôles comme Jumanji, par exemple. C'est un gars qui, je pense, a le portrait typique et parfait pour incarner Shazam, qui est un rôle qui lui va comme un gant. Je trouve un gars très familial, aimé des jeunes également. Je ne sais pas si toi, ça t'a surpris du choix de Black Adam, finalement? Non, absolument pas, parce que même pendant sa carrière de lutteur, des fois, son personnage était un peu vilain, tu sais. Donc, ça m'étonne pas vraiment parce que, premièrement, c'est le choix de Dwayne Johnson. Parce qu'au début, c'était, il voulait, c'était Shazam. Et finalement, non, on lui a donné le choix, il a pris la décision, il hésitait. Et finalement, pour sa carrière, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir choisi Black Adam, un personnage un peu moins connu. Et un film d'anti-héros comme ça, un film de super-héros qui est anti-héros, ça se voit pas tant que ça en ce moment. Et c'est un bon choix. C'est un choix un petit peu risqué. Audacieux, oui. Oui, c'est sûr, parce que le public ne le connaît pas. Donc, il faut l'introduire, ce personnage. Exact. Mais qui est Black Adam? On l'a un petit peu évoqué, mais je veux dire, il a des super-pouvoirs. Il a l'air un peu comme un Superman à avoir tous les pouvoirs possibles. Il a les mêmes pouvoirs que Shazam. Vraiment. Et la différence, c'est que c'est un personnage qui a existé il y a 5000 ans. Et on lui a donné le pouvoir et finalement, il est comme emprisonné et on le libère après 5000 ans dans la ville fictive de Kahndaq. Et là, il se retrouve plus du tout. Sans repère. Il est sans repère. Tous les gens qu'il connaît et qu'il aime sont morts, évidemment. Donc là, il ne sait pas trop quoi faire, mais ce qu'on sait au début, c'est que la ville est prise d'assaut par des mercenaires. Et j'en dévoilerai pas trop. Et ce Black Adam va libérer la ville, disons, des mercenaires. Des méchants, voilà. Et contrairement à Shazam et Superman, ça lui dérange pas du tout de tuer. Et c'est là où, c'est ça, quand on parlait de... C'est la différence, parce qu'il tue beaucoup de monde. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est un anti-héros. Il n'y aura jamais un film avec 200 millions de dollars de budget comme Shazam qui va focusser sur quelqu'un qui est vraiment méchant et qui tue du bon monde. Tu comprends? Il n'y a pas de ça. Oui, il tue,
mais des mercenaires. Évidemment, il ne va pas tuer des innocents. Et ça prend cette tangente-là où, depuis quelques années, DC Comics se tourne, c'est-à-dire autant avec Batman qu'avec Man of Steel, si vous préférez Superman, c'était des virages de personnages plus obscurs, c'était des vous me permettrez, mais, comme on dit à Paris, mais plus dark, plus noir en termes d'adaptation de films de super-héros. Et on le voit avec lui aussi, c'est un virage qu'on continue de prendre chez DC Comics. Oui, tout à fait. Bien, c'est ce qui différencie beaucoup DC de Marvel. De Marvel, exactement. Et moi, ce film-là, je ne sais pas si toi, tu l'as... Moi, je l'ai aimé quand même, mais évidemment, je ne connaissais pas le personnage qui était Black Adam. J'allais là en étant néophyte, en n'ayant aucun repère, justement. Et finalement, ça m'a surpris, mais j'ai bien aimé. C'est un bon divertissement. Par contre, est-ce que ça viendra supplanter les autres films de DC Comics, à savoir des personnages comme justement Superman, Wonder Woman, qui a été un succès depuis quelques années déjà? J'en doute. Pas 1984. Non, pas celui-là. Non. Celui-là, effectivement, on va se le dire. Mais quand même, de d'autres franchises qui appartiennent à DC Comics, j'en doute fortement. Par contre, c'est pas parce que je suis pas ouvert à des nouveaux super-héros, parce que dans Marvel, Aquaman, que je connaissais peu son univers, j'ai été happé par son premier film. Aquaman, c'est avec... avec Marvel, DC. oui, non, c'est ça, mais... C'est Namor qui va arriver dans le prochain Black Panther chez Marvel. C'est vrai que les héros se ressemblent beaucoup des fois entre Marvel et DC. Moi, tu vois, le scénario, je veux dire, il est très mauvais. Ils ont passé une dizaine d'années à le peaufiner. Et c'est très mauvais. L'histoire, elle est tellement simple. Mais tu sais quoi, j'ai adoré le film. D'habitude, je dis que le film, bon, il est plus ou moins bon à cause du scénario, mais dans ce cas-ci, c'est un énorme divertissement. Dwayne Johnson, il est bon dans son personnage. C'est normal, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que le scénario, bon, l'histoire est tellement mince. C'est sûr que c'est maigre comme intrigue. Oui, moi, j'ai trouvé que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses à introduire dans ce film-ci. Le concept, bon, qui est Black Adam, mais aussi d'autres personnages, d'autres héros de DC. Et, justement, je t'interromps parce qu'il nous reste 2 minutes, puis je veux qu'on aborde un aspect important quand même pour la suite de Black Adam. Oui. Man of Steel, évidemment, Henry Cavill qui est de retour, on le voit dans ce film-là, qui incarne Superman, et ça va dicter la suite des choses, là. Ah oui, c'est sûr. Black Adam contre Superman, ça va arriver. C'est ce qui va... Je pense que c'est la prochaine chose qui va arriver avec eux, ça va être ça. Et il y a aussi, bon, le prochain film Shazam qui arrive dans quelques mois. Mais une affaire importante aussi, il ne faut pas oublier, c'est que l'agente de Dwayne Johnson, bien, c'est la même agente de Henry Cavill aussi. Donc, on peut voir une édition de plus, là. C'est ça. Et bien, je pense que Dwayne Johnson, en tant que super-héros, qu'est-ce qu'il y a de plus grandiose que de combattre Superman? Donc, je pense qu'il est à sa place dans ce personnage-ci. Et pour l'avenir de son personnage, moi, je pense que ça va grandement aider DC, qui essaie encore de trouver sa place. Ouais. Là, comme le prochain Flash qui arrive dans, mon Dieu, dans 6-7 mois d'ici, semblerait-il, il est très bon. Mais Ezra Miller, celui qui incarne The Flash, eh bien, lui, il a quelques problèmes juridiques, disons. Peut-être qu'il va aller en prison pendant quelques années. Bon, il n'y a rien de sûr encore. Donc, tout ça mis ensemble, on pensait que Flash allait... on espérait que ça allait sauver l'univers de DC dans un sens. Finalement, c'est peut-être Black Adam qui va le faire. Ce sera à suivre, mais on va vraiment être attentif à tout ça. C'est un grand plaisir encore de te recevoir, Nicolas. Je te dis à bientôt pour d'autres sorties cinéma. Merci, Alex. À bientôt. Que je suis content, je me sens comme un enfant, je sais pas, il y a des superlatifs que je pourrais dire, mais c'est une fille que je frencherais s'il n'y avait pas de COVID. Salut Stéphanie, Salut Alex, ça va bien? Hey, vraiment, tu m'as fait plaisir cette semaine, tu m'as amené une basse que j'ai entre les mains que j'avais, qu'on pouvait voir au départ. Oui. Une Fender Precision. Ouais. La première génération, qui est née en 1951. Ça, ici, on a la version de 1954, une copie conforme, avec les mêmes matériaux, les mêmes outils, les mêmes
jusqu'à la finition nitrocellulosique, qui est un procédé qui était utilisé dans les années 40-50 pour la finition d'instruments de musique. Même pick-up, là? On parle C'est le même pick-up. On a respecté les recettes originales. C'est une récréation qui est nouvelle pour 2022. On appelle ça l'American Vintage Series chez Fender. Donc, pour 2022, c'est la nouvelle palette. On a choisi la 1954. C'était écœurant. Oui, entre autres, si ça vous dit quelque chose, ça ressemble un petit peu à la Telecaster que je vous ai présentée la semaine dernière parce que dans la même veine. Mais il y a Sting qui joue beaucoup avec une basse très identique. C'est une 53, si je me rappelle bien. Mais c'est ça, et on voit qu'il y a juste un pick-up. Quand on parle de pick-up, pour ceux qui nous suivent là, à la maison ou c'est encore la bobine magnétique qu'on a parlé la semaine dernière. Qui capte le son, là, c'est comme une sorte de micro interne. C'est un micro, mais qui ressent le champ vibrationnel. C'est un champ vibrationnel. C'est un champ magnétique, en fait. La corde vibre à l'intérieur, on passe un courant électrique, puis l'amplificateur l'interprète en son. Ouais. Ça va chercher la sonorité overall de l'instrument. L'instrument, chacune a un morceau de bois différent, chacun a sa petite histoire, on n'a jamais deux fois le même morceau de bois. Fait ils ont toutes leur petite personnalité, ce qui fait que les collectionneurs de nos jours se passionnent les instruments des années 50-60. Oui, puis qu'on recrée aussi, ni plus ni moins que ces instruments-là. Puis parle-moi aussi parce que l'importance du bois. L'importance du bois, ça fait toute la différence. C'est la base de tout. Ça reste un instrument acoustique. Comme la basse électrique que tu tiens dans tes mains, en 1951, quand c'est sorti, les groupes jouaient avec des contrebasses. Vous vous rappelez, les grosses contrebasses. Dans le temps d'Elvis, on en voyait encore beaucoup. Souvent, ils ont le pied sur le bass drum, puis ils ont de l'air. Les ensembles de jazz aussi. Les ensembles de jazz, ça, c'est très courant. La contrebasse est encore... va toujours être. Léo Fender s'est dit, hey, on a changé le monde de la guitare, pourquoi pas changer le monde des contrebassistes? Contrebasse dans un taxi, c'est compliqué. À pied, c'est compliqué, c'est gros. On est des années 40. Les musiciens, c'est des troubadours, se promènent de village en village, puis ils font leur petit spectacle. Il s'est dit, hey, ça a marché pour les guitares, on va essayer ça pour la basse. On va essayer d'appeler ça une basse électrique, ce qui est le produit final ici. Donc, aujourd'hui, le modèle Précision existe encore. Il est un petit peu différent. On va l'avoir dans les prochaines semaines, dans les prochaines chroniques, parce que là, c'est vraiment l'introduction à un totalement nouvel instrument. Parce qu'il y a eu Jazz Bass, qui est devenu aussi un instrument... Ça, c'est né plus tard, en 62. C'est ça, c'est devenu emblématique. C'est aussi des jazzmen. Absolument. Ça a été dessiné et pensé pour eux. Ça vient un petit peu plus tard, en 1962. Là, 10 ans auparavant, Léo Fender est encore dans la grosse innovation. Les petites guitares, ça se vend bien. Les amplificateurs, ça se vend bien. Les lap steel se vendent bien. Puis, il commence à avoir un buzz. Les country boys aiment beaucoup la Telecaster. Puis là, arrive 1954. La basse a fait son introduction depuis 2 ans et demi, 3 ans. Les gens commencent à l'adopter. Le trio jazz, blues traditionnel vient de changer à jamais. La country, maintenant, oui, le trio de base pour faire du bruit avec la musique nord-américaine, drum, basse, guitare, on a la clé pour les 70 années à venir. Et d'ailleurs, je me permets de te demander, parce qu'il y a aussi Gibson qui arrive avec une basse. Et bon, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais ça n'a jamais été aussi populaire chez les bassistes que Fender. Parce que Fender, c'est l'originel. Encore une fois, la même année, 54, Fender arrive avec ça. Léo Fender s'est dit, écoute, ça, si on vient en 1954, quand ça sort dans le catalogue, puis que les gens voient ça dans les vitrines de magasins de New York, Londres, tout le monde se fait, ben voyons donc, ça a l'air d'une fusée. On vit dans l'ère atomique, on vit dans l'ère où est-ce qu'on commence à envoyer des satellites dans l'espace, c'est très Space Age, Jetson, etc. Donc, le design originel le reflète bien. Ça, c'est la version 1954. C'est pas une originale, c'est une copie d'une originale faite par le Custom Shop de Fender, que les POC à la même place. On a pris un instrument dans une collection qui est très précieux. On a tout mesuré, tout refait, été rechercher les essences de bois originelles, combien il pesait, c'était quoi l'orientation du grain, pour faire l'approximation la plus proche. D'ailleurs, c'est quoi le bois? C'est-tu de l'érable? Sur une Fender, généralement, ça va être de l'aune. Donc, il y a aussi du Swamp Ash, dont le nom en français ne me revient pas. C'est correct, donc, c'est pour les finis transparents, parce que c'est essentiellement un timbre très similaire, mais avec un grain un petit peu plus, qui paraît un petit peu plus. Donc, quand vous voyez des finis transparents, souvent, ça va être des finitions en Swamp Ash, mais il y en a beaucoup aussi que c'est de l'aune, mais en anglais alder, qui peut quand même avoir un grain intéressant. J'ai une question pour toi, parce que tu nous as présenté la Telecaster, dernière chronique. Bon, la forme est différente, mais disons... On rajoute des trucs. Oui, bien c'est ça, je m'en allais dire. Est-ce qu'on a bonifié, parce que les deux modèles sont complètement différents? Ils sont complètement différents. Puis encore à ce jour, en 2022, on a les fanatiques de Telecaster qui vont en avoir 5-6 dans leur collection, puis les fanatiques de Strat, puis les fanatiques de Les Paul, parce que
comme c'est des morceaux de bois individuels, ils ont toutes leur petite personnalité, on les match ensemble. Ils ont toute leur petite magie. Puis à l'époque, les pick-up, c'était une bobine de fil de cuivre bobinée autour d'aimants alnico, aluminium, nickel, cobalt. C'est un alliage qui est fait pour des speakers, des haut-parleurs. À l'époque, c'était un aimant qui était courant parce qu'il y a un champ magnétique qui est quand même assez intense, mais le son qui s'en résulte est quand même arrondi, un petit peu plus chaud, un petit peu plus rond, avec un petit peu plus de punch. Parce qu'on voit souvent Eric Clapton et les bluesmen aussi qui jouent avec la Stratocaster, par exemple. Ça, oui, parce que la Stratocaster, au départ, elle venait avec la Switch 3 positions. C'était très simple, on avait le pick-up ici, on rajoute un pick-up ici sur le modèle Telecaster, on met ça, on travaille l'ergonomie, on refait des contours qui sont plus confortables, un accès pour les leads, parce que là, maintenant, les solos de guitare, on vient de mettre ça sur la map. Pour les solos, pour les gens, les guitares héros, comme on parle. On lève le son, puis on passe par-dessus le band. Fait que là, on est aussi important que le chanteur, puis c'est là que l'icône rock vient de partir. L'icône rock, l'icône blues, l'icône jazz, c'est quoi? C'est un trio fumant dans un bar avec quelqu'un qui a une guitare mythique qui nous parle, puis qu'on comprend ce qu'il nous dit sans même qu'il dise un mot. Exactement, ça a une âme. Et comparativement, par exemple, quand on prend la Stratocaster et qu'on arrive avec la Les Paul que tu as juste... Les Paul. Oui, parce que est-ce qu'on peut dire que c'est le penchant pour, mettons, la Strato pour Fender et la même chose, Les Paul pour Gibson? Gibson, bien, ils l'ont changé. En 1954, la dernière que je vous avais apportée la semaine dernière, avait des pick-up de type soap bar, un peu comme les Charlie Christian, le jazzman qui avait parti le bal avec les microphones magnétiques. 1957, Gibson arrive avec la Les Paul. Était toujours gold parce qu'il cachait le secret, c'était quoi les bois. On veut pas te le dire, Fender. OK? C'est une construction, encore une fois, à l'européenne, très détaillée, avec des incrustations. C'est un instrument que chez Gibson se vendait, c'était le top of the line. Ça se vendait pas loin de 300 275. Si on prenait le case, c'était 300. Maintenant, combien? Aujourd'hui, ça, c'est une copie du 1958. L'original de 1958-59 s'est rendu des coqueluches. Parce qu'à l'époque, ça n'a pas pogné. En bon français, c'était un flop. Les gens voyaient ça, c'est comme, ouais, OK, mais là, on a des fusées, on vit dans le futur, on fait la musique du futur, on fait du surf, on fait du boogie-woogie, on fait un paquet d'affaires. Puis la Les Paul était pesante. Elle coûtait cher. Pour le prix d'une Les Paul, t'avais équipé ton band. Quelques-unes pour... en termes Donc, à ce niveau-là, la Les Paul avait été un flop. Il y en a eu de 1959, la dernière vraie année complète de production. On les appelle les Bursts à cause de la couleur Sunburst. 1958 arrive celle-là. 1958, on laisse voir le bois, on revient à l'héritage Gibson d'Allemagne, etc., où est-ce que là, c'est les couleurs neutres des tons de bois. Mais on change les pick-up avec un monsieur qui s'appelle Seth Lover, qui était ingénieur chez Gibson, qui s'est dit « Hey, les pick-up à bobine simple, ça fait un bruit de fond. » Pour ceux qui ne savent pas à la maison, les musiciens, depuis 70 ans, on dit avec un bruit de fond, mais c'est la nature de la bête. Ici, Seth Lover a incité Ted McCarthy à dire hey, on va faire un humbucker. Mais au lieu de donner le son du gros pick-up ou du petit pick-up, pareil, comme on cancelle la fréquence en bobinant exactement à la renverse. Donc, processus physique, 2 fois la même fréquence, ça s'annule, l'oreille humaine, on ne l'entend plus, elle n'existe plus. Donc, la fréquence, c'est le 60 Hz. C'est le courant qu'on a dans les murs en Amérique du Nord, c'est 60 Hz. En Europe, c'est 50 Hz. Donc, c'est ça le fameux bruit de fond qu'on entend. Gibson se sont dit, on va couper le bruit de fond, on va faire ça, et là, un nouveau son est né. Mais c'était un flop à l'année où est-ce que c'est rentré. Mais c'est drôle parce qu'il y en a eu 643 de produites, et aujourd'hui, ces guitares-là se vendent. Sont prisées. Sont très prisées. C'est le Stradivarius des temps modernes. Pour ceux qui ne savent pas, Stradivarius faisait des violons mythiques, légendaires, qui se vendent des millions de dollars aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus chère Les Paul qui s'est vendue, on frôle le $1 million. Il y en a une qui s'est vendue 13 millions de dollars qui a appartenu à Peter Green, Gary Moore et maintenant Kirk Hammett de Metallica, qui rajoute à la légende mythique parce que le pedigree de ces guitares-là, c'est quand il y a une vedette qui a marqué le temps, les gens se l'approprient. On veut avoir ces modèles-là, mais aussi, c'est que l'original, c'était des guitares de Bob Dylan, de Pink Floyd qui se sont vendues des dizaines de millions de dollars parce que là, on fait des copies exactes. On s'en va tout de suite avec un petit jam. On se fait un petit jam, tu me fais ça un petit blues
Très intéressant cette conversation. Déjà, je peux le dire parce que avant d'ouvrir les caméras, on a pu échanger beaucoup sur la culture, mais la culture pour nos artistes, dont vous êtes peut-être vous des amateurs aussi, parce qu'ultimement, grâce à Culture Laval, ben ça permet à nos artistes pour vous, le public à l'écoute, d'avoir accès à ces derniers de différentes façons. Et je suis très content de parler au coordonnateur du développement professionnel chez Culture Laval, c'est M. Adler Louis-Jean qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, ce que je disais en prémisse, c'est-à-dire que Culture Laval est un peu comme un générateur, aide au quotidien les artistes pour les faire rayonner. C'est un peu ça, auprès du public? Je dirais que Culture Laval existe depuis 2014, puis on fait partie du réseau des conseils régionaux de la culture. Donc, souvent qu'on parle d'un conseil de la culture, on est celui de Laval. Puis on est là pour intervenir dans plusieurs champs. Là, on a différents services. Ça peut être le service conseil, ça peut être toutes les activités de concertation. Aujourd'hui, je suis là pour parler de formation, parce que c'est peut-être un volet qu'on connaît moins de Culture Laval, mais on est là à plusieurs sources. Là, puis les gens nous découvrent, là, je dirais, année après année. C'est sûr qu'aussi avec la pandémie, il y a 2 ans et demi, 2 ans du moins, que vous avez dû amputer, j'imagine, certaines ou l'entièreté parfois de votre programmation. Donc, ça a limité aussi peut-être la possibilité de connecter avec les gens et les artistes aussi qui sont à l'écoute. Là. Absolument. Puis c'est justement, là, on en profite pour tout ce qui est le déploiement, le relancement de la vie économique, culturelle pour arriver en force avec une belle programmation 2022-2023. D'ailleurs, je prends 30 secondes avant de plonger littéralement dans votre programmation. Il y a un diagnostic que vous avez fait aussi qui est intéressant, dont on pourra revenir un peu plus loin. Mais concernant nos artistes, le portrait, vous êtes en contact avec eux dans le quotidien. Comment ils ont vécu cette période pandémique? Parce que ce ne sont pas nécessairement toujours des artistes qui ont la chance de jouer sur de grandes scènes ou qui ont la chance d'avoir des grands diffuseurs aussi pour eux. Donc, parfois, c'est des artistes émergents aussi. Donc, comment globalement on peut dresser le portrait de nos artistes ici à Laval? Bien, on a vraiment, je dirais, un portrait très riche. Notre plateforme Signer Laval, je pense que c'est celle qu'on peut consulter pour voir le répertoire des artistes. Il y en a beaucoup. Donc, les organisations, il y en a 70. Puis les artistes, je crois qu'on est rendu à, si j'ai les chiffres exacts, on a 70 artistes membres puis 34 organisations. Quand même. Donc, c'est quand même une masse critique là, à Laval. Puis moi, je dirais que la communauté, c'est sûr qu'elle a ressenti les contre-coups de la pandémie. Ouais. La pandémie. Puis, en fait, c'est parce qu'on en ressort qu'on veut en parler, de dire, bien, on a des formations qui sont disponibles pour eux, puis qu'on est à l'écoute de leurs besoins. Exactement. Bien, allons-y dans cette série de votre programmation et de aussi rencontres que les gens peuvent bénéficier de l'information, évidemment, d'ateliers aussi, ni plus ni moins. Et ça débute très bientôt, le 12 octobre, finalement. Exactement. Ça, on va commencer avec quelle plateforme choisir pour se vendre en ligne. Dans le fond, on a autant des ateliers pour ce qui est le côté numérique que le côté de mise en marché de leurs produits et services. Là. Donc, les artistes, souvent, je dirais pas ils ont les moyens de se faire voir, mais ils sont peut-être pas articulés ou ils ont peut-être pas les stratégies assez avancées. Les outils, peut-être aussi. Exactement, c'est ça. Donc, ces outils-là, c'est ce qu'on enseigne à travers nos programmations. Je peux mentionner aussi qu'on a des formations qui sont axées sur tout ce qui est ressources humaines. Parce qu'on ne voit peut-être pas le domaine artistique comme une main-d'œuvre, mais c'est une main-d'œuvre. C'est vrai. Ces formations-là, on est appuyé par le financement d'Emploi Québec. Ça aussi, il faut le savoir. Puis ça rend aussi ces formations-là accessibles au niveau financier parce qu'il y a un remboursement quand même assez important, là, 75 à 85 % de remboursement des frais. Quand même pas banal. Et on se pose encore la question, en 2022, qui n'a pas de site Internet ou de page Facebook, s'il est un artiste quand même, s'il veut se faire connaître, rayonner, mais c'est encore, pour certains, d'avoir une vitrine sur Internet difficile, je pense. Oui, pour les organisations, on voit qu'ils en ont des sites web, là, c'est la majorité, grande majorité, là, selon le diagnostic. Par contre, pour les artistes, moins. C'est, je pense, à 50% qui n'ont pas encore de site Internet, qui sont beaucoup plus présents sur les médias sociaux. Par contre, quand ils sont sur les médias sociaux, on constate que leur stratégie n'est pas très élaborée. Donc, c'est là que le bas blesse. C'est pour ça qu'on offre cette fameuse formation sur les médias sociaux, une richesse à exploiter qu'ils peuvent faire en tout temps. On appelle ça asynchrone, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire qu'en tout temps, ils peuvent se connecter. C'est une formation d'1 heure et demie
Puis suite à ça, ils ont de 10 à 15 heures de formation, de suivi, de travail sur leur plateforme affaires. Avec donc des experts dans le domaine toujours qui pourra les guider. Puis vous avez parlé du diagnostic justement, ce diagnostic parce que vous avez ouvert la brèche puis je veux l'exploiter parce que ça a été pour moi lorsque j'ai pu comprendre cette étude-là que vous avez fait très enrichissant aussi puis ça peut aider les gens qui sont à l'écoute des artistes aussi qui nous regardent. Donc c'est un diagnostic de la littératie numérique que vous avez fait. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté et comment a été fait la méthodologie pour établir les résultats finalement de ce diagnostic pour vous? Bien, le but, c'était d'avoir un maximum de membres qui y participent. Ça, c'est un grand succès, là. Déjà, nos organisations, c'est un taux de participation de 74 %, puis les artistes, 55 %. Puis ça nous a permis de voir vraiment les grandes lignes. Je dirais que dans les faits saillants, là, ce qui est ressorti, c'est qu'ils ne connaissent même pas nos ressources. Par exemple, on a une ressource qui est Marie-Pierre Leclerc, qui est notre agente au développement numérique. Ça, c'est quelqu'un qui peut les accompagner pour développer des solutions vraiment variées. Puis, on a constaté que autant les organisations ne la connaissaient pas à 50 %, puis les artistes à 72 %. Ah oui? Donc, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent devenir membres. Ils peuvent aussi nous contacter pour du service conseil. Donc, c'est disponible là, au niveau personnalisé. Là. Donc, ça, c'est un appel que je lancerai. Allez sur Culture Laval, joignez-vous à Culture Laval. Puis ça, c'est vraiment, on a une inscription gratuite là, qu'on fait la promotion. Là, et c'est touchant artistique, là, dans le sens que les gens qui nous écoutent, là, on pense à la chanson, on pense à la littérature. C'est large. Comme le livre, on l'oublie souvent. Ouais. Le théâtre, qui est très, très vivant à Laval. La danse aussi, peut-être? La danse. On a des beaux festivals de danse ici que les gens ne savent pas, mais Tourisme Laval le voit. Là, il y a beaucoup de répercussions là, du mouvement de la danse à Laval. En plus de ça. Et peut-être parce que le temps file et que l'automne va aussi filer très rapidement, il y a quand même toujours aussi des ateliers, des choses qu'on peut donner comme information en terminant parce que vous avez une panoplie, une série aussi, mois de novembre également, d'ateliers là, si les gens veulent s'y connecter. Je vais faire un survol. Oui, allez-y. Dans le fond, on a autant la création d'un site web, comment faire son site web, c'est en 3 dates. Il ressort de là avec un site web opérationnel. C'est très la main dans la pâte. On a l'évaluation et la contribution des employés. Ça, c'est au niveau RH. Comprendre et utiliser Google Ads et le référencement parce que la découvrabilité du contenu, à l'heure des GAFAM, là, qu'on appelle, là, c'est important de se faire voir. C'est ça. Comment retracer rapidement votre site web ou votre art, par exemple. Exact. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Puis ensuite, au mois de novembre, il y a encore une belle diversité. Celui qui est super intéressant, c'est l'expérience de sobriété numérique et gestion de la fatigue numérique. Ah oui? Ça, on le sous-estime, mais longtemps sur les écrans et tout ça, il y a une façon de le gérer de façon professionnelle. Puis ça va être super, super pertinent, je pense, comme formation à suivre. Développer et gérer la présence en ligne en tant qu'artiste. Donc, oui, les organisations, c'est important pour eux, mais les artistes individuels, c'est important de le faire. Puis finalement, équité, diversité et inclusion. Ça, c'est, je pense, un sujet qui est très populaire. Plus que jamais. Exactement, mais il faut savoir comment le faire. Aussi. Bien, on vous incite les gens à aller sur les plateformes. Déjà, c'est affiché au bas de l'écran. Monsieur Adler, Louis-Jean, merci beaucoup d'être passé. On rappelle que vous êtes de Culture Laval. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, culturelaval.ca. Ah, voilà, merci. Merci. C'est ce qui complète presque cette émission. Le temps de vous dire, bien sûr, qu'on aime vous savoir à l'écoute. Vous avez des questions, des commentaires sur notre page Facebook de TVRL, facile aussi, tvrl.ca. Vous voulez revisionner cette émission, peut-être également pouvoir revoir nos entrevues sur YouTube, aussi autres supports, autres plateformes possibles pour vous de vous en enquérir. Appuyez-nous aussi en vous procurant vos cartes de bingo. Et ça, c'est tout les dimanches 9h30. Encore 3 500 $ à gagner cette fin de semaine. 2 500 $ pour la carte pleine. Et parce que c'est Halloween, je me sens généreux. J'ai des bonbons. Profitez-en. Allez circuler dans les rues. Alors, à mon ami Daniel, un autre Daniel qui est récompensé et aussi Jacques qui reçoit sa part de chocolat. Allez, soyez prudents dans les quartiers lavallois, évidemment. Puis, profitez-en pour ramasser des bonbons en famille. Je veux remercier toute votre belle gang qui travaille autant devant et hors la caméra. Puis on se dit à très bientôt. Ha 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 ha.